Donc, à l'occasion du 10e anniversaire, nous avons proposé à Raphaël Fischler de nous accompagner dans une première réflexion sur la participation du débat public à la mise en œuvre d'un urbanisme de qualité. Permettez-moi de vous le présenter. Raphaël Fischler est professeur agrégé à l'école d'urbanisme de l'Université McGill, où il enseigne depuis 1994 et dont il occupe le poste de directeur depuis 2010. Il est titulaire d'un diplôme professionnel en architecture et en design urbain, d'une maîtrise en architecture, d'une maîtrise en urbanisme et d'un doctorat en urbanisme et en aménagement de plusieurs universités dans le monde. Son enseignement porte sur la pratique professionnelle, le développement urbain et immobilier, ainsi que sur l'histoire et la théorie de la planification urbaine. Sa recherche traite d'une part des questions d'urbanisme, d'aménagement et de gouvernance urbaine à Montréal, et d'autre part de l'histoire de l'urbanisme réglementaire au Canada et aux États-Unis. Son travail d'historien lui a valu plusieurs prix. Monsieur Fischler. Bonjour, Madame Roy, distingués invités, chers collègues. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. C'est une journée importante et je vous avoue que je vous parle avec beaucoup d'humilité parce que les gens qui font la démocratie participative, la démocratie locale à Montréal, c'est vous. Les gens qui font les consultations publiques, c'est vous. Alors moi, on m'a demandé de commenter peut-être, et j'aimerais commenter en portant mon chapeau de théoricien et d'historien de l'urbanisme en partie, et aussi mon chapeau de personnes qui s'impliquent quand même, qui étudient, qui s'impliquent dans certains dossiers à Montréal en même temps. Et donc, ce que je propose de faire, c'est de faire un retour en arrière pour mieux voir ce qui peut se passer dans l'avenir. Et je vais choisir un horizon historique qui n'est pas celui des 10 ans de l'OCPM, mais celui d'environ 100 ans, ou même plus, de l'urbanisme moderne. Je vais situer l'OCPM dans l'histoire de l'urbanisme, d'une part, mais aussi dans le fait qu'il s'agit d'une institution qui œuvre au niveau municipal. Et le gouvernement municipal a deux caractéristiques dont il faut toujours se souvenir. La première, qui n'est pas toujours très tangible à Montréal parce que c'est une très grande ville, c'est que le monde municipal offre, relativement parlant, une assez bonne proximité entre les élus et les citoyens. On a en général plus facilement accès à son conseiller municipal, même parfois à son maire, qu'à son ministre ou à son président, mais c'est une question d'échelle, bien sûr. La deuxième caractéristique très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que le territoire, le foncier, le sol, c'est l'atout le plus important d'une ville. La gestion de l'usage des sols, c'est le moyen d'action le plus important qu'une ville a pour assurer sa santé fiscale, par les taxes bien sûr, son développement économique, même son bien-être social. Je pense que ces deux caractéristiques expliquent une bonne partie des constats que l'on peut faire sur l'histoire de l'urbanisme et des leçons qu'on pourrait en tirer pour l'avenir aussi. Alors, quand on étudie l'histoire de l'urbanisme, on peut se sentir satisfait en général que des progrès très importants ont été réalisés, en particulier au niveau de la participation des citoyens au cours des dernières décennies. On serait tenté de penser que nous sommes passés d'un état de fait où l'expert a beaucoup de pouvoir et le citoyen en a très peu, à un état aujourd'hui où ce rapport de pouvoir est renversé. Alors c'est vrai, il y a du vrai dans cette image, mais c'est une image partielle et imprécise. Je pense que si on étudie l'urbanisme en Amérique du Nord à ses débuts, au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, on s'aperçoit que les citoyens, en tout cas des citoyens, sont très actifs et exercent quand même un certain leadership. Les citoyens des villes québécoises, canadiennes et nord-américaines sont impliqués de deux manières. D'abord en tant que promoteurs de l'urbanisme en général, et comme fonction municipale, donc, et ensuite en tant que partie prenante dans des dossiers particuliers. L'avènement de l'urbanisme, on le sait, c'est quand même le produit d'un mouvement social, d'un mouvement de réforme politique et institutionnelle, et ce mouvement est porté par des acteurs très divers
qui œuvrent dans des champs divers, santé publique, architecture, génie, etc. On retrouve parmi ces réformateurs en fait des gens des élites, des gens comme à Montréal, Herbert Brown Ames, l'homme d'affaires qui a écrit en 1897 The City Below the Hill, un des premiers ouvrages qui essaye de fonder l'urbanisme sur une base empirique et lui donner une crédibilité, une légitimité à ce titre. À Chicago, c'est le Commercial Club qui commande à Daniel Burnham et ses collègues la rédaction du célèbre Plan of Chicago, le plan de 1909, qu'on considère souvent comme étant le premier plan d'urbanisme moderne en Amérique du Nord. Les élites d'affaires, les élites professionnelles sont aussi très actives à Montréal. On peut penser par exemple à la City Improvement League, avec de nombreux architectes et autres personnages, qui, dès 1909, la même année, se met sur pied et recommande l'adoption d'un plan d'urbanisme pour la ville de Montréal. En 1935, cette ligue s'associe à la Chambre de commerce pour produire un des rapports les plus importants sur le logement à Montréal, le rapport sur le logement et les taudis de Montréal, daté de 1935. Donc, on voit qu'il y a une société civile qui est très active en urbanisme, et si on dit qu'il faut donner à la société civile aujourd'hui plus de pouvoir, c'est en fait un retour qu'on demande, mais ce n'est pas simplement un retour, c'est aussi bien sûr une démocratisation. Si l'homme d'affaires et le spécialiste sont les premières figures du citoyen impliqué dans l'urbanisme à ses débuts, la seconde figure, ou la troisième, disons, c'est celle du propriétaire foncier. Rappelons-nous que la participation aux affaires de la cité est réservée pendant de nombreuses années, le droit du vote est réservé aux gens qui possèdent une propriété. Il faut se souvenir évidemment que l'urbanisme naît au XIXe siècle dans un contexte de libéralisme économique où le désir de contrôle par l'État doit évidemment lutter contre le désir de liberté d'entreprendre de la bourgeoisie. Et donc, quand les villes canadiennes acquièrent leur indépendance politique dans les années 30 et plus tard, 1830 et plus tard, leur charte précise qu'une municipalité doit faire preuve de modestie et de prudence dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la municipalité doit répondre aux demandes des citoyens, qu'elle est au service de ses citoyens. Ça veut dire aussi qu'elle doit soumettre, oui, dès le début, certains de ses plans et règlements à l'approbation des citoyens. Évidemment, il s'agit surtout des propriétaires, mais c'est quand même un début. Par exemple, dès le milieu du XIXe siècle, les grandes villes sont censées préparer un plan de leurs rues et places publiques, et avant de l'adopter, elles doivent le montrer à la communauté pour recevoir les objections des propriétaires qui se sentent lésés par certains tracés, etc. Quand on veut ouvrir une taverne, par exemple, on est obligé de demander un permis. Cette demande de permis est soumise aux gens du quartier. Donc, il y a implication des citoyens. Le zonage résidentiel, lui-même, à ses débuts, est littéralement établi sur demande. Ce sont les propriétaires d'une rue qui demandent à la ville d'adopter un règlement déclarant leur rue résidentielle et d'en exclure le commerce et l'industrie. Et si mes travaux dans les archives de la ville de Montréal sont corrects, ce sont les propriétaires de la rue Chérier qui sont les premiers à obtenir cette protection. Donc, on peut résumer ce qui a été dit de la manière suivante, c'est que la participation du public est une partie intégrante de l'urbanisme dès ses débuts. L'idée selon laquelle nous sommes simplement passés d'une situation de domination par les experts à une situation de démocratie participative est une idée simpliste, en tout cas historiquement.
Depuis le début de nos villes, la société civile a toujours été impliquée, a toujours eu un droit de regard et a toujours travaillé avec les élus. Mais les citoyens qui sont impliqués, c'est ça ce qui importe, ne sont évidemment pas tous les citoyens, ce sont en règle générale les membres des élites et les propriétaires. Alors, cette analyse historique nous permet de mieux comprendre, je pense, l'enjeu véritable de la consultation publique au XXe siècle et surtout au XXIe siècle. Cet enjeu, c'est celui de la démocratisation de la participation publique. La question n'est pas de savoir si les citoyens participent, la question est de savoir quels citoyens participent, combien de citoyens participent et comment ils participent. Alors voilà, ces questions nous ramènent enfin à l'OCPM et j'espère que ce long détour historique nous permettra de mieux comprendre pourquoi l'OCPM fait ce qu'il fait et pourquoi il fera peut-être d'autres choses dans l'avenir. Ce détour historique nous permet de comprendre aussi le mandat de l'OCPM. Alors, quel est ce mandat? Ce n'est pas un mandat général. C'est-à-dire la charte de la ville de Montréal qui crée l'OCPM ne dit pas l'office est l'organe par lequel la ville de Montréal consulte ses citoyens quand elle veut adopter une nouvelle politique, un nouveau programme, un nouveau règlement. Elle précise en général le type de projet, de règlement qui sont à étude. Il s'agit surtout, avant tout, d'étudier tout projet de règlement pour modifier le plan d'urbanisme ou pour approuver un projet qui serait éventuellement approuvé sous l'article 89 de la Charte. Par contre, la Charte donne aussi à la ville le mandat de tenir des audiences publiques, et je cite, « sur tout projet désigné par le conseil ou le comité exécutif de la ville et à la demande de l'un ou de l'autre ». Finalement, l'OCPM a pour mandat d'assurer que la consultation publique à Montréal se fait de manière crédible, transparente et efficace. Alors résumons, l'OCPM est obligatoirement saisi de dossiers qui concernent l'urbanisme, mais il n'est que potentiellement saisi de dossiers qui concernent d'autres domaines. Cet état de fait peut paraître tout à fait naturel à ceux d'entre nous qui sommes des urbanistes, mais il ne doit pas paraître naturel, et il peut même paraître très bizarre à d'autres personnes. Pourquoi le plan triennal d'immobilisation ne fait-il pas l'objet de consultations publiques obligatoires? Pourquoi une politique du logement abordable, une politique sur la rétention des familles à Montréal, une politique sur le développement industriel ne sont-elles pas nécessairement soumises à l'OCPM en vue de consultations publiques? Pourquoi un programme de subvention aux artistes ne ferait-il pas l'objet d'audiences publiques? Et c'est l'histoire nous permet de répondre à cette question. Le cœur de la politique municipale, c'est la gestion de l'usage des sols, donc l'urbanisme. Et le cœur de l'urbanisme, c'est la gestion de la tension entre le bien public et le bien privé. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme au XXIe siècle est une loi bien plus complexe et sophistiquée que celle du XIXe siècle, mais elle suit dans le même tracé, dans la piste qui a été tracée par son ancêtre, et elle consacre l'importance de consulter le public pour que les décisions des autorités ne touchent pas de manière trop significative la valeur d'usage et la valeur d'échange des propriétés privées. Ce n'est pas ce que dit la loi de manière explicite, c'est sûr. La consultation publique, elle est de nos jours légitimée en termes de démocratie participative. Mais si nous avons des exigences légales en matière d'urbanisme et d'aménagement, et non dans d'autres domaines, c'est, je pense, à cause du statut tout particulier de l'usage des sols dans la politique municipale. Alors l'histoire nous permet aussi de mieux comprendre ce que l'OCPM fait sans qu'il y soit forcé par la loi, c'est-à-dire quelle fonction et non quel mandat, quelle fonction l'Office remplit. Je n'ai pas l'ambition de faire un portrait complet de ces initiatives et activités de l'Office, et je pense que Mme Roy s'acquittera bien mieux de cette tâche que je ne peux le faire, mais j'identifierai trois choses qui me semblent dignes d'intérêt dans ce contexte, trois choses qui se chevauchent. La première, les mesures spécifiques que l'OCPM a prises pour impliquer plus de citoyens et mieux les impliquer. Deuxièmement,
les actions que l'Office a entreprises pour faire valoir la consultation publique comme source de bénéfices et non seulement comme source de coûts. Et troisièmement, et de manière plus générale encore, les efforts que l'Office a fait pour devenir la référence municipale, sinon obligatoire, en tout cas principale pour la consultation publique à Montréal. Donc, première fonction, en dehors du mandat légal, première fonction critique de l'OCPM, la démocratisation de la consultation publique. J'en ai parlé avant, c'est au cœur de nos préoccupations. Depuis sa création, l'Office s'efforce de joindre un maximum de gens, d'en attirer un maximum à ses audiences, quel que soit leur statut social, économique ou même linguistique. Il prend contact directement avec les gens dans le secteur touché par un projet ou un plan. Il offre dans certains cas des services de traduction. Il met tous les documents requis en ligne. Il permet aux gens de soumettre leur avis en ligne sans se déplacer. Et donc, en ce sens, je pense qu'il fait un effort très important de démocratisation de la consultation publique, qu'il tente vraiment de manière très active de donner un droit de parole aux gens qui ne font pas partie des élites locales et qui ne sont pas propriétaires. Ce faisant, l'OCPM n'élimine pas les différences de pouvoir d'influence, mais en tout cas, il les atténue un petit peu. Deuxième fonction critique de l'OCPM, la légitimation de la consultation publique. Cette fonction, l'Office l'a remplie en montrant que la participation des citoyens est bénéfique à tous. Bien que la consultation publique coûte de l'argent et du temps, elle permet d'améliorer les plans, les projets, l'urbanisme, la ville. Dans de très nombreux dossiers, les commissaires de l'Office offrent des recommandations qui bonifient les propositions. Ces commissaires rassemblent les avis que des citoyens, des membres de groupes de pression, des professionnels leur donnent dans leurs témoignages, dans leurs mémoires. Ils en font une synthèse judicieuse et livrent ainsi un bon nombre de recommandations qui, de manière cumulative, font que l'urbanisme et le développement immobilier à Montréal sont meilleurs qu'ils ne le seraient autrement. Dans la plupart des cas, donc, l'Office recommande au comité exécutif d'adopter un règlement visant un plan ou projet à certaines conditions seulement. Dans un cas récent, il lui a même recommandé de rejeter un projet dans son ensemble, celui-ci n'ayant pas la qualité minimale requise selon les règles de l'art en design urbain et en urbanisme. En ce sens, je pense que nous sommes tous d'accord de dire que l'OCPM est devenu un acteur important de la promotion d'un meilleur urbanisme à Montréal. On pourrait dire que l'Office ne fait que refléter ce que ses commissaires entendent ou lisent, mais la manière dont ils vont chercher l'avis de la population et la manière dont ils traduisent cet avis en recommandations positives font d'eux des acteurs importants. La troisième fonction que l'Office remplit est une fonction politique. En faisant bien son travail, en gagnant la confiance des élus et de la population, l'OCPM augmente les chances de se voir confier des dossiers qui vont au-delà de l'urbanisme et donc de voir de nouveaux champs d'action politique s'ouvrir à la consultation publique. Je pense que c'est là que se situe une des questions principales pour l'avenir de l'OCPM. Le mandat officiel de l'OCPM dit que le comité exécutif ou le conseil peut lui confier tout projet qu'il désire soumettre à la consultation publique. On peut se réjouir du fait que le comité exécutif ait en effet confié des projets qui vont au-delà de ses activités traditionnelles. Par exemple, en 2011, l'opération Carte Blanche a impliqué l'Office dans la préparation des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. En cette année même, en 2012, la consultation publique sur l'état de l'agriculture urbaine à Montréal a consacré l'Office de consultation publique de Montréal comme instrument de la politique du droit d'initiative. Ces nouvelles sont extrêmement positives, je pense. Elles signifient que l'OCPM contribue à élargir le recours à la consultation publique au-delà du champ de l'urbanisme, au-delà de la question de l'usage des sols et au-delà de la question de la valeur du foncier, que ce soit valeur d'usage ou d'échange. Cet élargissement est le bienvenu, mais il pose un défi, je pense, qui est celui de l'expertise. Si l'Office a contribué à améliorer les projets de développement et les plans municipaux, s'il a gagné le respect des élus et de la population, et s'il a contribué au développement de la démocratie participative à Montréal, ce n'est pas seulement parce que ses commissaires font bien leur travail au niveau des mécanismes et
des mécanismes de consultation, et simplement parce que ces mécanismes sont crédibles, transparents et efficaces. C'est aussi, il me semble, parce qu'ils maîtrisent bien les questions d'urbanisme qu'ils sont appelés à étudier. Si l'OCPM doit aborder d'autres sujets, s'impliquer dans d'autres domaines, il devra sans doute élargir son expertise dans ces domaines. Alors, le fait que l'expertise soit nécessaire devrait réconforter ceux qui ont peur que la démocratie participative n'entraîne un nivellement par le bas dans ce que nous faisons. Au début de mes réflexions, j'ai posé et immédiatement réfuté l'hypothèse selon laquelle nous sommes passés d'un état de fait où les experts dominent à un état de fait où le citoyen domine. Comme je l'ai dit, malgré le manque de consultation publique telle que nous la connaissons aujourd'hui, les citoyens du 19e et du début du 20e siècle, en tout cas des citoyens, avaient un certain pouvoir dans la planification et dans l'octroi de permis de développement. D'autre part, malgré l'implication des citoyens de tous bords dans la préparation et dans l'évaluation de plans et projets au XXIe siècle, aujourd'hui, le professionnel reste indispensable au processus de prise de décision. On a toujours besoin de ses conseils en tant que chercheur, en tant que concepteur, mais au sein de l'OCPM et d'autres instances similaires, on a aussi besoin de lui ou d'elle en tant que facilitateur. Certains diront que le commissaire ne fait que refléter ce que les citoyens lui disent. Je pense plutôt ou aussi que sa tâche est de juger avec discernement ce qui peut vraiment bonifier un plan ou un projet et de présenter ses recommandations en conséquence de manière crédible et efficace. Je pense que durant ces 10 dernières années, l'OCPM s'est acquitté de cette tâche avec brio et que son travail des dernières années nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme. L'Office a su à maintes reprises montrer aux promoteurs et aux planificateurs qu'ils n'avaient pas assez bien fait leur devoir. Il a su dire dans certains cas que le zèle des urbanistes ou d'autres acteurs méritait peut-être d'être tempéré et que certains compromis s'imposaient. En même temps, et bien plus souvent, l'Office a su montrer que bien que les compromis étaient nécessaires, certains compromis n'étaient pas acceptables. En ce sens, l'OCPM joue un rôle d'amplificateur et d'éducateur de l'opinion publique. Montréal a besoin d'un urbanisme toujours meilleur et l'Office est un des organismes les plus importants à ce titre. Son avenir passe donc, je le pense, par deux choses: l'élargissement de son domaine d'influence et l'approfondissement de son influence dans le champ spécifique de l'urbanisme. Je lui souhaite bonne chance pour ces deux choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fischler. Vous allez rester ici avec moi. Bon, écoutez, on a la note de passage. Jusqu'ici, ça va bien. C'était une très belle conférence. Chers amis, on a peut-être une dizaine ou une douzaine de minutes. J'aimerais vous entendre réagir à cette évaluation avec un fond de scène historique qui était bien intéressant. Avez-vous des commentaires? Êtes-vous surpris? Il y a un micro là. Il faut toujours un ou une brave pour ne pas laisser l'animatrice en plan. Hein? Parce que ça a l'air fou. Est-ce que vous êtes sous le coup du choc? Vous êtes comblé déjà? Vous en voulez plus? Oui, monsieur, allez-y. Il faut, étant donné qu'on est en web diffusion, il faut s'adresser au micro et redonner votre nom clairement, même si on vous connaît. Oui. Dimitri Roussopoulos. Deux choses. Un, il faut analyser avec beaucoup plus de rigueur le rapport entre l'Office, les recommandations que l'Office fait après une consultation publique, le pouvoir du comité exécutif. Okay? Ça, c'est quelque chose qui préoccupe les démocrates de cette ville depuis longtemps. Quand le comité exécutif reçoit un rapport avec ses recommandations, they normally cherry pick the recommendations they choose. Moi, j'aime pas ça. Non seulement on fait certains choix et pas d'autres,
Mais le plus grave dans tout ça est qu'il n'y a aucune justification publique qui explique, qui justifie leur choix. Alors, il faut dire tout ça. Il faut dire tout ça. Et il faut améliorer tout ça. On vous a bien entendu, M. Roussopoulos, et j'ai l'impression que dans le bilan de Mme Roy de la décennie, on entendra justement, chiffres en main, comment sont accueillis et comment le cherry pick se fait ou pas. Avez-vous quelque chose à ajouter, M. Fischler? Je pense que, Dimitri, vous avez tout à fait raison. C'est le point sensible. Qu'il serait très utile que les décisions du comité exécutif soient justifiées. Je pense que l'Office et les commissaires, dans leurs avis, passent énormément de temps à justifier et à expliquer. Et je pense qu'un retour serait très utile à ce titre. Par contre, je pense qu'il faut dire aussi que même si sur un projet spécifique, individuel, l'Office, les citoyens n'obtiennent pas gain de cause sur certains points, je pense que de manière cumulative, et c'était un peu l'argument que je voulais présenter, de manière cumulative, l'Office permet aux gens d'être sensibilisés ou en tout cas de formuler des attentes plus élevées en matière d'urbanisme et d'aménagement et d'autres politiques. Et je pense que de faire monter le niveau, la norme dans les attentes des citoyens de la communauté montréalaise, ça exerce au fur et à mesure quand même une pression sur le comité exécutif. Ça, c'est à long terme, évidemment. Merci. Madame, nommez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Alors, je suis Émilie Tuillier, je suis conseillère municipale dans Annecy. Nous avons, moi, je suis l'OCPM depuis de très nombreuses années, mais c'était la première fois qu'il y en avait un dans mon quartier très récemment. Et pour faire du chemin sur ce que M. Roussopoulos disait, dans notre cas, ça fut assez facile parce qu'il y avait une seule recommandation dans le rapport de l'OCPM, c'est-à-dire faire arrêter le projet et faire un PPU, donc ce qui est le cas en ce moment. Et je voulais souligner une des choses qui a été dite dans la conférence juste maintenant et que moi je trouve tellement important au niveau de l'apport de l'OCPM, c'est-à-dire que ce n'est pas que, et le que, c'est pas pour diminuer, là, mais ce n'est pas que la synthèse de ce que les gens sont venus dire. Et ça, c'est très important et je trouve qu'il faut conserver, peut-être même aller encore plus loin dans cette voie-là. Oui, c'est important de faire la synthèse de ce qui a été dit, de définir peut-être des courants majoritaires dans ce qui a été dit et tout ça, mais le travail de l'Office et récemment dans le cas qui nous concernait, ça a été très bien fait, c'est d'aller plus loin. Des fois, il y a des questions qui émergent pendant la consultation publique par rapport à différents sujets. Là, par exemple, il y avait une question par rapport à est-ce que la densité amène forcément une plus grande criminalité? Et il n'y a pas eu de réponse sur place dans le dialogue, parce que la façon dont le dialogue s'inscrit, il n'y avait pas nécessairement de place à apporter une réponse. Et les commissaires sont allés chercher des réponses après la consultation et les ont incluses dans leur rapport. Et ça, je pense que c'est très important comme type de travail et vraiment, je souhaite que l'Office puisse continuer à faire ça parce que ça aide toute la communauté à aller plus loin dans l'analyse de la situation. Merci de votre intervention, M. Fischler. Vous n'avez plus rien à ajouter. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Une autre intervention? Allez-y, monsieur. Bonjour, Luc Gagnon. Parlez bien dans le micro, monsieur Gagnon, oui. Bonjour, Luc Gagnon. Je suis chef de division urbanisme et aménagement urbain à la Ville de Montréal. Merci beaucoup, monsieur Fischler, pour votre excellente présentation. Dans votre parcours recension historique, on semble remarquer qu'il y a une constante, il y a une participation citoyenne constante à la prise de décision. Je suis à la Ville depuis près de 25 ans. J'ai eu l'occasion de vivre des périodes où la participation citoyenne s'exerçait avec beaucoup d'emphase, d'autres périodes où l'importance était relativisée et on est actuellement au cœur d'une période où on met beaucoup d'importance non seulement à la participation citoyenne en consultation sur des projets déjà ficelés, mais également quant à la participation citoyenne en amont. Cela dit, il y a donc, ce que je remarque, moi, plutôt un mouvement de balancier, justement, où on passe relativement rapidement d'un extrême à l'autre.
est-ce que c'est une observation que vous avez pu dégager de vos études historiques? Puis surtout, est-ce qu'il y a des conditions qui permettraient justement de stabiliser le balancier au centre et donc s'assurer d'une participation constante? Non, je pense qu'on ne stabilisera jamais le balancier, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Moi, j'aimerais répondre à votre question en parlant d'un sous-sujet que vous avez mentionné, c'est la question de la consultation en amont. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui est devenu très important. Je pense que s'il y a une évolution plus ou moins constante, c'est que très souvent, on a en effet parlé de consultation comme étant une présentation d'un plan à une population pour recevoir son avis sur le plan. Et j'ai pensé à cette question que vous soulevez, qu'en est-il de la consultation en amont dans la préparation du plan? C'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire, qui est de plus en plus exigé, mais qui devient aussi de plus en plus facilement possible grâce aux technologies du web et de toutes sortes d'outils digitaux, etc. Et je pense que je dois renvoyer la question à l'Office parce que son mandat n'est pas pour l'instant de faire de la consultation en amont, pas de manière explicite. C'est aux gens de l'Office à voir dans quelle mesure ils auraient la liberté de le faire et puis dans quelle mesure, quelles sont les parties qui leur proposeraient de le faire. Alors moi je pense qu'une des parties qui serait tout à fait en position d'utiliser l'Office pour des consultations publiques en amont, c'est la Ville de Montréal. Il est sûr qu'un promoteur, c'est peut-être plus difficile, au niveau légal même, mais il me semble qu'on s'en va dans cette direction, que ce qu'on entend, les rumeurs qu'on entend, c'est qu'en effet, on pourrait aller dans cette direction, et ça serait en effet une très bonne chose, je pense. Oui. Merci. Ça va, M. Gagnon, ça répond à votre question. Merci. Une autre intervention? Ça va? Alors, je pense que M. Raphaël Fischler mérite une bonne main d'applaudissement. Merci beaucoup.